Voilà, bonsoir à tous. Je vous propose aujourd'hui une petite découverte de notre satellite, de la Lune. Nous sommes une journée un petit peu particulière puisque nous sommes le jeudi 7 mai, nous sommes aujourd'hui le jour de la pleine Lune. Et en principe, le jour de la pleine Lune, eh bien, c'est une journée par définition où vous ne verrez absolument pas un astronome dehors. Pour la bonne et simple raison que la Lune, c'est une source de pollution lumineuse absolument considérable par la luminosité qu'elle dégage, et donc elle empêche de l'observation des étoiles. Une nuit de pleine lune, vous verrez tout au plus quelques dizaines d'étoiles, quelques centaines d'étoiles dans le ciel, guère davantage. Donc ici, pourquoi s'intéresser à la Lune? Eh bien, simplement parce que les jours de pleine Lune, on voit la Lune en entier, on peut s'intéresser aux formations qui sont visibles à l'œil nu sur notre satellite, on peut s'intéresser également aux mythes en rapport avec la Lune, donc c'est ce que je vous propose bien, de découvrir maintenant. Alors avant de parler directement de la Lune, je vous propose une vue d'abord du ciel de ce soir, vers 21h40 à Montpellier, où on le voit, la Lune est sur le point, vient juste en fait de se lever ici. Elle est encore très basse au-dessus de l'horizon. Et la particularité de la pleine Lune, eh bien, c'est que par définition, elle va se lever au moment du coucher du soleil. Elle sera présente toute la nuit dans le ciel, jusqu'au moment du lever du soleil. Donc la pleine Lune, par définition, n'est visible qu'exclusivement la nuit. Petit mot de présentation du couple Terre-Lune, avec la planète Terre qui présente une variété de couleurs absolument incroyable à côté de la Lune qui présente une surface grise avec quelques petits dégradés, mais une surface grise relativement uniforme. Et puis ici, vous avez ces deux astres, ces deux objets qui sont représentés à l'échelle, avec la Terre qui fait un peu plus de 12 700 km de diamètre. La Lune, c'est 3 470 km en gros. Donc on voit que la Lune est bien plus petite, mais elle représente quand même, elle est plus de 25%, elle représente 25% de la taille de la Terre à peu près, un petit peu plus, donc un peu plus du quart de la taille de notre propre planète. Un mot sur cette image ici que je trouve particulièrement intéressante, même si malheureusement elle est toute petite. Alors c'est quoi l'intérêt? Eh bien ici, sur cette image, on a représenté la Terre, la Lune à l'échelle non seulement de taille, mais également à l'échelle de distance. Il faut savoir que la distance Terre-Lune, c'est en gros 400 000 km. Eh bien si on respecte les échelles de taille des astres et de distance, vous voyez qu'il y a une distance absolument considérable entre la Terre et la Lune. Alors ici vous avez la Terre, là vous avez les satellites géostationnaires qui se trouvent à 36 000 km. Ce sont les satellites qui sont à l'altitude la plus élevée de la Terre. Et puis on le voit, eh bien, la Lune est beaucoup plus éloignée. Selon les périodes, au plus loin de la Terre, elle va se trouver ici, en gros autour de 400 000 km de la Terre, et au contraire, au plus près, aux alentours de 350 000 km de notre planète. La Lune, c'est ce qu'on appelle le satellite de la Terre, puisque la Lune tourne en permanence autour de notre planète depuis maintenant des milliards d'années. La Lune qui effectue un tour complet autour de la Terre en l'espace de 28 jours environ, sans entrer dans les détails. La Terre, elle, qui tourne autour du Soleil en 365 jours, un quart, d'où les fameuses années bissextiles tous les 4 ans, puisque 4 fois un quart eh bien, va donner une journée entière. Donc l'année bissextile, eh bien, la dernière, c'était justement cette année, en 2020. La Lune tourne autour de la Terre et finalement, si on peut l'observer, la Lune dans le ciel, c'est uniquement parce qu'elle est éclairée par le Soleil. Donc là, vous avez le Soleil qui est très loin sur notre droite ici. Donc là, vous le voyez, les échelles de taille, de distance ne sont absolument pas respectées. Donc on va avoir pour la Lune un côté éclairé, un côté dans la nuit, exactement comme pour notre planète. Comme la Lune tourne autour de la Terre, donc on a ici une vue en oblique, eh bien il va y avoir une période où la Lune va être entièrement éclairée, vue depuis la Terre. Ce sera eh bien, cette position que vous avez ici. Aujourd'hui, le 7 mai, le jour de la pleine Lune, eh bien, nous observons la Lune donc depuis la surface de la Terre. Nous sommes ici du côté nuit de la Terre ce soir et nous avons une magnifique vue donc sur notre satellite. Voici une vue classique de la pleine Lune. Alors cette pleine Lune, elle a été l'objet de pas mal d'actualités ces derniers mois, puisqu'il y a une grande mode maintenant depuis quelques années qui consiste à parler de superlune. Pourquoi superlune? Eh bien parce que la distance Terre-Lune, comme je vous le disais, varie. En gros, entre 356 000 km au minimum et jusqu'à 406 000 km au maximum.
Et donc, en fonction de cette distance Terre-Lune, eh bien, la taille de notre satellite vu depuis la Terre va évoluer. Quand la Lune est proche de la Terre, elle va apparaître un peu plus grosse que quand elle est éloignée de notre planète. Cette variation de taille, vous l'avez ici en image. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien qu'entre le moment où elle est au plus près ou le moment où elle est au plus loin, eh bien sa taille va varier d'environ 10%, 10 à 12%. Donc cette variation, vous le voyez, elle est relativement faible. Et en tout état de cause, si vous n'êtes pas un spécialiste de la Lune, eh bien cette variation de taille, vous ne pourrez absolument pas l'identifier, vous ne pourrez absolument pas vous en rendre compte. Pourquoi je vous dis tout ça? Eh bien parce que les 2 derniers mois, on a parlé de superlune. Il faut savoir qu'au mois de mars et au mois d'avril, la Lune était située à environ 357 000 km de notre planète. Et aujourd'hui, 7 mai, la Lune est située un peu moins de 10 000 km plus loin. 10 000 km, ça n'est absolument rien. Donc là, aujourd'hui 7 mai, eh bien, on ne parle pas de superlune. Pour autant, eh bien, la Lune va être quasiment aussi grosse que le mois dernier. Et en tout cas, eh bien, on aura beaucoup de mal à voir la différence. Donc vous voyez, c'est des effets un petit peu médiatiques de parler de superlune, mais finalement, cette différence est quand même très très difficile à identifier, très très difficile à saisir. Cette fameuse pleine lune, eh bien, elle a fait l'objet d'observations petit à petit au fil du temps. On s'est rendu compte qu'elle changeait petit à petit de forme. On passe au cours de la lunaison de périodes où elle a la forme d'un croissant, ensuite un quartier, ensuite elle a une forme qui est légèrement bossue, on dit qu'elle est gibbeuse, ensuite elle est pleine, ensuite on dit qu'elle est gibbeuse décroissante, le dernier quartier, et enfin de nouveau un croissant, un relativement fin croissant. Comment comprendre cette évolution au fil du temps? Eh bien, on avait pour ça inventé des histoires. Et cette histoire, eh bien, je vais vous en raconter une. Et pour vous raconter cette histoire, je voudrais remercier Label ALM. Il ou elle se reconnaîtra à travers ces mots. Une histoire qui nous raconte que des fins fonds de la mythique forêt de Brocéliande, en Bretagne, vit une petite femme mi-humaine, mi-sorcière. On raconte que pour conserver la blondeur de sa longue chevelure, elle se nourrit de morceaux de lune, et qu'au bout d'une quinzaine de jours, sa gourmandise légendaire étant enfin rassasiée, et n'en pouvant plus de la dévorer, eh bien elle est obligée de jeûner le reste du mois. Eh bien voilà ce qui expliquerait la décroissance de la lune juste après la pleine lune. Alors évidemment, une histoire comme celle-ci, il faut la compléter avec la déesse de la Lune. La déesse de la Lune, c'est Sélénée. Sélénée que vous voyez ici sur un tableau d'Albert Aublet qui date de 1880. Et Sélénée eh bien, a voulu immortaliser la silhouette de cette petite femme. Et pour l'immortaliser, eh bien, il va dessiner cette femme dans le ciel. Mais cette femme, cette dame lunaire, eh bien, elle a une chevelure noire et sombre comme la nuit, et pas du tout blonde comme celle que je viens de vous raconter. Ce schéma, ce dessin, c'est celui qu'a réalisé Guillaume Cana, que je remercie d'ailleurs à travers le prêt de cette image. Donc voilà l'histoire de cette dame de la Lune. Alors cette dame de la Lune, elle est relativement facile à identifier dans le vrai ciel, donc je vous encourage ce soir à essayer de la repérer. C'est relativement facile à trouver. Alors on parle de Dame de la Lune, mais il existe également d'autres histoires. Et en particulier, sur cette image ici, vous voyez la représentation d'un lapin ou d'un lièvre lunaire. Comment comprendre l'existence de ce lapin? Eh bien, il faut se référer à un très ancien conte Hottentots. Les Hottentots, c'est un peuple de pasteurs nomades d'Afrique du Sud, qu'on retrouve d'ailleurs, ce genre d'histoire, dans des légendes absolument dans le monde entier. Alors cette histoire que nous raconte-t-elle? Eh bien que les premiers hommes qui peuplaient la Terre, il y a très très longtemps, eh bien menaient une vie très très difficile. Ils étaient souvent affamés, blessés ou malades. La Lune regardait ces hommes de là-haut, du haut du ciel, et elle eut soudain pitié d'eux. Apostrophant un lièvre qui passait par là, elle le chargea de transmettre aux hommes le message suivant. Tu diras aux hommes qu'ils ont été créés à mon image et que leur vie est semblable à la mienne. Quand ils viennent au monde,
ils sont fragiles comme un fin croissant de lune. Mais très vite, ils grandissent. Arrive le temps de la maturité où ils rayonnent telle une pleine lune. Puis ils commencent à s'affaiblir, à décliner pour disparaître un jour, comme moi quand vient la nouvelle lune. Mais cette mort n'est qu'un passage, qu'ils sachent qu'après 3 jours, comme moi, eux aussi, ils renaîtront. Une nouvelle vie les attend après la mort, qu'ils n'oublient jamais cela. La lune avait à peine prononcé ces derniers mots que le lièvre était déjà parti. Et vous savez comment sont les lièvres. Ils perdent souvent la mémoire en courant. Et c'est une information incomplète qu'ils vont donc transmettre aux hommes. Votre destin est semblable à celui de la lune. Comme elle vous apparaissez, vous déclinez, et puis un jour, vous mourrez, leur dit-il. L'essentiel du message s'est donc perdu. Dépitée et furieuse, la lune lance alors une grosse branche à la face du lièvre. Et c'est depuis ce jour-là que les lièvres ont un fameux bec de lièvre et que les hommes, eh bien malheureusement, meurent désespérés. Donc voilà l'histoire qu'on racontait autrefois pour expliquer la présence de ce lièvre, la présence de ce lapin sauvage ici sur notre satellite, un lapin également qu'on peut relativement facilement identifier à l'œil nu dans le ciel. Alors je vous parlais de la pleine lune et maintenant je voudrais un petit peu vous parler de ce que l'on peut en observer. Déjà, la première chose qu'on peut dire, c'est que quand on regarde la lune à l'œil nu dans le ciel, eh bien on voit des zones qui sont sombres et des zones qui sont très claires. Toutes les zones qui sont très claires sont des zones qui sont complètement recouvertes de cratères. Ces cratères ont été formés par l'impact, par le choc de météorites à la surface de notre satellite. Le reste de la Lune, toutes ces taches noires, eh bien, c'est ce qu'on appelle des mers lunaires. Ces mers lunaires eh bien, sont en fait d'anciennes régions qui sont d'origine volcanique. Donc vous avez là sur la Lune eh bien, de la lave qui s'est refroidie depuis des millions d'années et cette lave eh bien, elle est particulièrement sombre, plus sombre encore que du charbon, ce qui explique eh bien, que ce soit des régions qui réfléchissent très très peu la lumière du Soleil. Et ces fameuses mers lunaires, eh bien, c'est celles qu'on va identifier en premier. En particulier, en haut à droite de la Lune, ici, vous avez une tache noire qui est ici facile à identifier. Eh bien ça, c'est la première mer lunaire qu'on va chercher sur la Lune. Pourquoi parle-t-on de mer ? On imaginait autrefois que la Lune ressemblait à la Terre. Les zones sombres devaient donc être des zones qui étaient recouvertes d'eau, des océans ou des mers, alors qu'en réalité, comme je viens de vous le dire, ce sont juste des régions recouvertes de lave. Cette mer qu'on va trouver tout en haut de la Lune ici, c'est ce qu'on appelle la mer des Crises. Cette mer des Crises, elle représente un disque qui fait un peu plus de 560 km de diamètre, donc une mer relativement d'assez bonne taille. Juste en dessous de la mer des Crises, la mer sans doute la plus célèbre de la Lune, qu'on appelle la mer de la Tranquillité. Pourquoi est-elle célèbre ? Eh bien tout simplement parce que c'est dans cette mer que va se poser la mission Apollo 11, le premier vol des hommes vers la Lune en juillet 1969. Le 21 juillet 1969, la mission Apollo 11 se pose ici au sud de la mer de la Tranquillité. Alors juste une petite image d'Apollo 11, Apollo 11 dont on a fêté les 50 ans, le 50e anniversaire l'année dernière, en juillet 2019. Et ici avec une image, on peut dire complète, puisqu'on y voit Buzz Aldrin dans son scaphandre à la surface de la Lune. On y voit également ici dans le reflet de son casque Armstrong, le premier homme sur la Lune, Neil Armstrong, qui photographie Buzz Aldrin, dont on voit d'ailleurs ici son ombre au sol. Et puis juste à côté, ici, le LEM lunaire qui a servi donc à se poser sur notre satellite, à se poser sans encombre avant de revenir sur la Terre. Alors non seulement la mer de la Tranquillité contient la mission Apollo 11, mais les missions Apollo 16 et Apollo 17 eh bien, se sont posées également en bordure de cette mer. Cette mer qui, vous le voyez, est nettement plus grande que la mer des Crises, puisqu'elle représente près de 900 km de diamètre. Juste au-dessus de la mer de la Tranquillité, vous avez la mer de la Sérénité, qui est la 6e mer la plus grande à la surface de la Lune. Vous avez également la mer des pluies. Alors la mer des pluies, eh bien, elle a une existence assez particulière.
Assez particulière, pourquoi? Eh bien parce que a eu lieu là un énorme impact, un impact absolument majeur, un impact majeur qui s'est produit il y a environ 3,9 milliards d'années. Et cet impact majeur eh bien, a ensuite été comblé, rempli par une quantité énorme de magma qui est remontée des profondeurs de notre satellite. Donc voici l'existence un petit peu particulière de la mer. En fait, cette mer des pluies, c'est la plus grande mer associée à un bassin d'impact et la deuxième plus grande mer par la superficie, à la surface donc de notre satellite, à la surface de la Lune. La plus grande mer lunaire, vous l'avez ici, c'est l'océan des tempêtes. L'océan des tempêtes qui représente du nord au sud à peu près 2500 km, donc c'est considérable, et environ 2 millions de kilomètres carrés, une surface absolument considérable. Donc là, je vous ai montré quelques mers lunaires, mais peut-être est-il possible d'aller encore plus loin et de voir, de pouvoir identifier à l'œil nu également, pourquoi pas, des cratères. Alors là, c'est une observation que je vous propose, mais qui est nettement plus délicate. Les cratères en eux-mêmes sont de relativement petite taille, donc pas forcément évident à repérer à l'œil nu, surtout que la Lune est à 400 000 km. Mais ce qui se passe, c'est que certains cratères, vous le voyez ici, présentent en fait des traînées, on appelle ça des éjectats, des traînées blanchâtres qui rayonnent à partir des cratères d'impact. Ça vous donne une idée de la violence de cet impact, et ces éjectats eh bien, permettent d'identifier plus facilement ces cratères. Ces cratères en question, je vais vous en montrer uniquement deux. D'abord, le cratère Copernic, juste en dessous de la mer des Pluies, dans le prolongement de cette chaîne de montagnes ici qui forme le bord de cette mer. Et ce cratère Copernic, eh bien, il fait à peu près 93 km de diamètre. On arrive à le distinguer à l'œil nu. Un second cratère, beaucoup plus vers le sud ici, plus difficile à identifier, juste en dessous de la mer des Nuées. Ce cratère, c'est le cratère Tycho, le cratère Tycho Brahe, qui est à peine plus petit, 86 km de diamètre, et qui est identifiable grâce aux traînées blanchâtres qu'on voit autour de lui. Donc ce ne sont pas des observations évidentes, je le répète, hein. Autant les mers sont faciles à repérer, Tycho et Copernic, eux, sont des cratères qui sont plus compliqués à voir. Pour terminer, je vous propose un petit résumé des fameuses missions Apollo qui ont permis à l'homme d'aller sur la Lune à 6 reprises. La mission Apollo 11 d'abord, dans la mer de la Tranquillité, on en a parlé tout à l'heure. Et puis à la suite d'Apollo 11, Apollo 12, Apollo 14, 15, 16 et 17. Donc en tout 6 missions, à chaque fois 2 hommes ont posé un pied sur la Lune. Ça veut dire qu'il y a 12 hommes en tout qui ont marché sur notre satellite. Parmi ces chiffres, d'Apollo 11 à Apollo 17, un absent, la mission Apollo 13, qui a été, on a dit, un échec réussi. Échec réussi, pourquoi? Eh bien parce que les 3 astronautes n'ont pas réussi à se poser sur la Lune à cause de l'explosion des réservoirs d'oxygène en cours de voyage vers la Lune, mais ils ont malgré tout à rentrer sains et saufs sur Terre. Alors je vous parle juste d'Apollo 13 parce qu'on vient de fêter le 50e anniversaire de cette mission qui a eu lieu entre le 11 et le 17 avril 1970, donc il y a un peu plus de 50 ans à présent. Donc quand vous regarderez la Lune ce soir ou dans les jours qui viennent, ayez une pensée pour ces 12 hommes, donc il ne reste quelques-uns encore en vie aujourd'hui, ces 12 hommes qui ont accompli la prouesse d'aller marcher sur un autre monde en dehors de notre planète. Voilà, j'en ai terminé, j'étais très bavard. Si cette animation vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire, ça nous encouragera à poursuivre ce genre de choses. Et puis sinon, eh bien, je vous souhaite de bonnes observations et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, un autre article, une autre découverte du ciel. Au revoir.